Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 19 septembre. Voici les titres de ce journal. Près de 500 personnes se sont rassemblées pour une marche blanche en hommage à la petite Angèle, cette fillette étranglée par sa mère à Saint-Georges-de-Pointadou. 5e et dernier jour d'audience pour le procès Xynthia. Il restera encore 4 semaines. Et aujourd'hui, les victimes se sont à nouveau succédées à la barre. Des témoignages très forts, vous le verrez. Enfin, plus légèrement, ce week-end, les Journées du patrimoine vous ouvrent les portes des lieux habituellement fermés. Exemple au château de la Flosselière, visite guidée et en avant-première à la fin de ce journal. On débute ce journal avec cet élan de compassion. Ce jeudi, plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage à la petite Angèle, cette fillette de 4 ans étranglée par sa mère dans leur maison à Saint-Georges-de-Pointadou. Nos journalistes ont suivi la marche blanche. Dans le silence, un émouvant hommage a été rendu hier soir à Angèle. Parmi les 500 personnes rassemblées aux Essais, hameau situé sur la commune de Saint-Georges-de-Pointadou, le père de la petite fille de 4 ans. Il ne s'est pas exprimé, c'est sa nouvelle compagne qui a pris la parole. Aucune personne au monde ne mérite ceci. Nous sommes très émus par votre présence et vos gestes, votre soutien ainsi que vos dons. Une cagnotte a été mise à disposition des habitants par une commerçante de la Motte-à-Char. C'est également elle qui a organisé cette marche blanche. Je pense qu'elle n'a pas eu une fin de vie digne et aujourd'hui on voulait lui rendre hommage de façon digne. Angèle repose en paix. Le cortège est parti des Halles de la Motte-à-Char et s'est rendu près de la maison où la petite fille a été torturée puis tuée. Les habitants des alentours ont pu déposer des roses blanches. Une minute de silence a été respectée. Ça fait du mal à tout le monde, quoi. Que ce soit à la Motte ou ailleurs, que ça ne se reproduise plus, quoi. On a vécu ça avec beaucoup de chagrin, de peine et surtout là, d'avoir une petite fille en plus du même âge, je pense qu'on fait un rapprochement automatiquement et c'est quelque chose de vraiment très très dur. Des plus anciens aux plus jeunes, tout le monde s'est senti concerné et a tenu à être présent. Très touchés, surtout pour les enfants de la Motte, qui sont eux aussi touchés. Et voilà, les enfants sont très perturbés. Aujourd'hui, les fleurs ont été transportées en Charente-Maritime, où la petite fille est enterrée. La cagnotte, toujours ouverte, servira à lui offrir une pierre tombale. Un mot à présent sur l'actualité internationale avec le nom des Écossais. Ce jeudi, plus de 55% des habitants ont en effet voté contre l'indépendance. Le pays reste donc au sein du Royaume-Uni. Une décision que partage ce couple de La Roche-sur-Yon dont la femme est écossaise. Je pense que c'est très bien pour les Écossais de rester unis, together comme ils disent. C'est mieux pour eux économiquement, je pense. En Écosse, on s'entend bien avec les Anglais. La reine va garder son peuple uni quand même malgré tout. Parce qu'ils sont très royalistes en Écosse, ils aiment bien la reine. On ouvre le dossier Xynthia, c'est la fin de la première semaine de procès. Il en reste encore 4, mais ces derniers jours ont été marqués par le récit des victimes qui ont vécu cette nuit de février 2010. Aujourd'hui encore, l'émotion était palpable. On retrouve Caroline sur place. J'espère que je vais réussir à témoigner. Depuis 2 semaines, c'est le retour des cauchemars. C'est avec ces mots, Edwige qu'Ahmed Bounasser a commencé son témoignage cet après-midi, avouant ensuite qu'il entendait encore les cris, les pleurs de ses enfants. Ses enfants, ce médecin urgentiste installé dans le sud Vendée en a perdu 2 le soir de Xynthia, en même temps que sa mère et son épouse. Et depuis, lui demande alors doucement le président, depuis je remonte la pente, mais très difficilement. Ça vous donne un petit peu une idée, Edwige, de l'ambiance qu'il règne ici à l'annexe du tribunal, une ambiance que nous décrit également François Nil. C'est une journée particulière. Bon, il y a eu les auditions de toutes les familles cette semaine. On a pu voir hier soir, c'était lourd. Je dirais que cet après-midi, c'était un petit peu particulier en ce sens que M. Bounasser ne sort pas. Ça reste très compliqué pour lui, mais il avait bien compris qu'il fait partie d'un groupe et que ce groupe est solidaire, que tout le monde se serre les coudes et donc il fallait qu'il tienne sa place et il l'a tenu, je crois.
Je vous propose un autre témoignage maintenant, Edwige, celui de la famille de Coninck. La maman de cette famille a été la dernière personne retrouvée à la Faute-sur-Mer le mercredi qui a suivi le passage de la tempête, soit 4 jours après Xynthia. Son fils n'a pas voulu se porter partie civile, néanmoins il a tenu à venir ici pour témoigner. Je ne pouvais pas rester, disons, à écouter sans avoir un bâillon sur la bouche. Si c'est pour écouter ça et puis ne pas avoir le droit de parole, je préfère partir. J'apprendrai ce qui s'est passé en lisant les journaux, mais il fallait que ça sorte. Et puis ce vendredi s'est achevé sur le témoignage de Rémi Plaire qui lui a perdu sa compagne Maggie le soir de la tempête Xynthia. Une nouvelle journée d'audience à l'ambiance très lourde donc qui clôt cette première semaine de procès Xynthia. Merci Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine sur place au Sables-d'Olonne pour la 2e semaine de procès consacrée donc à la tempête Xynthia. Comme chaque jour, on fait un point sur la situation d'Air France et les pilotes poursuivent leur mobilisation tout le week-end. Le trafic aérien sera donc encore très perturbé samedi et dimanche. Ils envisagent même de poursuivre leur grève au-delà de lundi, comme prévu initialement. Prenez donc vos dispositions si vous devez prendre l'avion, notamment à Nantes. Et puis, renseignez-vous également si vous devez emprunter le pont de Cheviré. L'axe est à nouveau fermé pour le week-end pour cause de travaux. Le passage est donc interdit à partir de ce vendredi soir et jusqu'à lundi matin 6h. Ce pont permet notamment de rejoindre la grande zone commerciale Atlantis de Saint-Herblain. Notez que la situation sera la même les 2 week-ends qui suivront. On revient un instant sur la saison des rentrées. Après celle des écoles, depuis plusieurs jours, petits et grands découvrent ou retrouvent leurs activités de loisirs. Exemple à l'école de musique des Herbiers. Étienne fait de la trompette depuis 5 ans. La rentrée à l'école de musique n'est donc qu'une formalité pour ce jeune homme qui connaît déjà bien les règles à respecter avec cet instrument. Surtout bien respirer, puis surtout au niveau du ventre et pas serrer trop, parce que sinon les notes ne sortent pas après. A l'inverse, Matt, lui, en est encore à la découverte de sa nouvelle trompette. D'accord, la note n'est pas parfaite, mais l'élève s'en sort très bien, d'après son professeur. Matt, il se débrouille très très bien, il a un très bon contact, parce que je trouve qu'il arrive relativement bien à se détendre, et donc je pense que c'est de bon augure. Le choix de la trompette s'est fait après que Matt a eu la chance de tester un peu tous les instruments de l'école l'année dernière grâce au parcours découverte. Ils vont aller pendant 2 semaines ou 3 semaines dans une classe instrumentale après le cours d'éveil pour essayer l'instrument. Et à la fin de l'année, ils ont essayé tous les instruments qu'on enseigne à l'école. Et donc, ils font leur choix. Entre guitare, piano, violon ou flûte, c'est la trompette que Matt a choisie, pas forcément ce à quoi s'attendait sa maman. On s'attendait au saxophone, comme son oncle, mais non, la trompette. Et du coup, on respecte son choix, parce qu'il faut qu'il prenne du plaisir. Pas de souci de ce côté-là, du haut de ses 6 ans, Matt apprécie déjà beaucoup de jouer avec son instrument. Souffler dedans, de jouer des notes. On enlève l'embouchure, on souffle dedans, on fait des petits bruits. Avec le temps et beaucoup de pratique, ces petits bruits deviendront peut-être de belles mélodies improvisées. Certains d'entre vous le savent peut-être, ce week-end on connaîtra le nom de la Miss qui représentera la région à l'élection de Miss France. Et la Vendée est largement concernée par cette soirée puisque celle-ci se déroulera premièrement à Chantonnay. Et surtout, 2 Vendéennes font partie des prétendantes. Nos journalistes ont eu le plaisir de les rencontrer. Regardez. Clara et Anne-Lise sont toutes les 2 lyonnaises, mais la liste des points communs s'arrête là. L'une blonde, l'autre brune, elles sont en compétition ce week-end. À 20 ans, c'est la première fois qu'Anne-Lise participe au concours. Ce sont ses proches qui l'ont encouragée à s'inscrire. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai rien à perdre et je connaissais pas du tout ce monde au départ. Je pense que j'avais pas du tout confiance en moi pour pouvoir faire ce genre de choses. Enfin, je me disais que c'était pas pour moi, quoi. A l'inverse, pour Clara, 22 ans, c'est la 3e participation à une compétition qu'elle connaît bien. J'ai toujours adoré Miss France, j'ai toujours regardé tous les mois de décembre sur ma télé avec mes parents. J'ai ma maman aussi qui, étant plus jeune, avait fait du mannequinat. Et donc je pense que quelque part, il y a toujours eu une envie. Personnalité, caractère,
Là aussi, les deux jeunes filles ne se ressemblent pas, selon leurs proches. Elle a toujours été fidèle à elle-même, toujours réservée, naturelle, discrète. Je prends aussi cette expérience pour essayer de vaincre cette timidité. Tout l'opposé de Clara, à en croire sa mère. Alors c'était une enfant très bavarde, qui avait besoin tout le temps qu'on s'occupe d'elle, qu'on soit à côté d'elle, mais qui était déjà petite princesse. J'aimais être entourée de plein de monde, j'aime pas du tout être toute seule ou rien faire. La cérémonie a lieu demain, chacune appréhende à sa façon les résultats. Si je perds ou si je gagne, je serais contente quand même. Je me dis que j'ai toutes mes chances, comme toutes les autres candidates, parce que si on est arrivé ici, c'est qu'on a toutes nos chances, on a toutes quelque chose. Et moi, c'est la dernière, donc je vais tout donner. Deux jeunes filles pleines d'espoir et donc 2 chances sur 14 de voir une Vendéenne partir à Paris en décembre pour représenter la région et peut-être finir en beauté. Et notez que la soirée se déroulera en présence de Flora Coquerel, la Miss France 2014. On va s'intéresser à présent à l'histoire d'un festival. Le festival L'air d'en rire de Saint-Denis-la-Chevasse. Depuis 7 ans, ce rendez-vous de l'humour réussit à faire venir de grands noms dans cette petite commune de Vendée. À l'occasion de l'édition 2014, nous nous sommes rendus sur place. Guillaume Lefort. En fin de matinée, David vient s'assurer que tout est en place pour le spectacle de ce soir. Sa mission était de taille, transformer une salle omnisport en salle de spectacle de 800 places. C'est une combinaison à la fois des équipes de l'association, de tous les bénévoles qui participent au festival et notamment pour ce qui est de la transformation de cette salle pour que la sonorisation soit au top pour les spectacles qui vont avoir lieu. Vestiaire transformé en loge, salle de danse en espace VIP. 5 jours ont été nécessaires pour installer moquettes, rideaux, gradins, son et lumière. On est dans des conditions vraiment idéales et c'est vrai que tous les artistes qui passent ici à chaque fois reconnaissent et sont même surpris eux-mêmes d'avoir une si bonne qualité d'accueil qui n'a rien à envier aux salles qu'ils peuvent rencontrer sur Paris ou ailleurs. Cette année, l'Air d'en rire fête ses 10 ans. Stéphane, son président, n'imaginait pas pouvoir un jour réunir autant d'artistes célèbres. S'il y a 10 ans, on se serait dit dans 10 ans on fait venir Anthony Cavana, c'est clair on n'y pensait pas, quoi. On est parti dans l'aventure sans se projeter, sans se mettre d'objectifs. Si le festival a pu accueillir des humoristes tels que Alex Lutz, Baptiste Le Caplin ou encore Verino, c'est grâce à des rencontres, notamment avec une association. On est quelques motivés, originaires de différentes associations. On s'est rassemblés autour d'une table et on a dit on va mettre en place un événement. Et d'emblée, on est parti sur le soutien du Au Rire Médecin. Et puis, il y avait déjà beaucoup de festivals de musique en Vendée. Donc voilà, on a choisi un autre créneau. Encore certains réglages de dernière minute. Dans quelques heures, le festival ouvrira ses portes pour un week-end plein d'humour. Dans un tout autre genre, on va s'intéresser à un autre grand rendez-vous du week-end. Samedi et dimanche, ce sont en effet les journées du patrimoine. L'occasion pour vous de découvrir des monuments et des lieux habituellement fermés au public, à l'image du château de la Flosselière. Visite guidée en avant-première avec Cyril Guillet. Une des caractéristiques effectivement de cette maison, c'est qu'elle a été habitée depuis très longtemps. Et nous connaissons tous nos prédécesseurs depuis 1090. Il y en avait sans doute avant, mais les premiers documents qu'on a datent de 1090. Dominant le bocage vendéen depuis plus de 1000 ans, le château de la Flosselière est en pleine effervescence à l'approche des Journées du patrimoine. Une occasion unique de visiter l'intérieur de ce monument témoin de notre histoire. Il y a des pièces d'origine médiévale dans le donjon. Ici, une galerie qui a été construite après la Renaissance, justement, où le château commençait à s'ouvrir. Et nous allons dans nos salons qui représentent effectivement le château d'habitation, le château de Plaisance du XVIIe et XVIIIe siècle. Le château de la Flosselière est sorti de terre au XIe siècle et offre aujourd'hui une vue unique sur l'histoire de France avec ses 4 façades différentes allant du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, un lieu que Patrice Vignal et son épouse ont découvert il y a maintenant une trentaine d'années. C'était un jour d'hiver, de pluie et de brouillard. Le château était complètement vide, inhabité.
Et c'était assez effrayant. Mais j'ai eu le coup de cœur et une semaine après, donc j'avais signé. Sans eau ni électricité et dénué de tout meuble, 15 ans de travaux auront été nécessaires aux nouveaux propriétaires pour que le site retrouve son panache. Aujourd'hui, ils n'ont de cesse de faire vivre ce lieu, tant ses vieilles pierres que son parc romantique, planté d'essence 2 fois centenaire venus des 4 coins du globe. C'est la nature qui a fait le château d'une certaine façon, puisque son origine médiévale, le fait que ce soit construit sur une butte avec de l'eau, des étangs, des sources autour. Donc la nature explique un peu l'origine du château. Et en même temps, le château a façonné la nature autour de lui. C'est Patrick Vignal qui assurera la visite de ces journées du patrimoine, avec cette année encore une découverte en musique pour vous imprégner un peu plus de la magie de ces lieux. Et notez que plus de 120 lieux vous accueillent ce week-end sur la Vendée. Pour connaître le programme de cette 31e édition des Journées du patrimoine, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'événement. Et durant ce week-end de visite, prévoyez au cas où votre parapluie. Des orages et des averses sont en effet possibles, mais aucune certitude. En tout cas, les températures seront, elles, c'est sûr, encore au-dessus des normales de saison, même si progressivement, elles perdront quelques degrés. C'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de partager cette semaine d'actualité avec vous. On se retrouve à présent à lundi pour une nouvelle semaine. Avant ça, bon week-end.